grosse fierté. Parce que gros n'est pas un gros mot. Avec Brunaël, David, Jennifer et Stéphie. Premier épisode, nos histoires de poids. Quand j'étais enfant, j'étais petit, de taille, et malingre, enfin très maigre, pas très costaud physiquement quoi. Et quand parfois je jouais, puis me disputais avec un autre garçon duquel j'étais très proche, qui lui était gros, et par conséquent plus costaud que moi, je n'avais que des mots pour me défendre. L'insulte fusait pour pallier ma faiblesse. Il n'était donc pas rare que je le traite de gros lard, ou de gros con, ou de gros quelque chose, exprès pour amoindrir la domination physique qu'il exerçait sur moi quand on se bagarrait. Je voulais appuyer en désespoir de cause là où ça lui faisait mal, même si notre différend n'avait rien à voir avec son physique. C'était de la grossophobie. Certes, le mot n'est apparu qu'il y a quelques années, mais à l'époque, je pointais du doigt son corps de gros, sa corpulence, et je le jugeais, je le dénigrais, je l'insultais pour son apparence, pour des formes absolument pas validées, entre guillemets, par la société. Je voudrais m'en excuser auprès de lui, aujourd'hui, quelques décennies plus tard, et qui sait, s'il écoute ce podcast, il entendra peut-être ces quelques mots, et il entendra aussi au passage ceux de Brunaël, de David, de Jennifer ou de Stéphie, qui à un moment ou un autre ont été à sa place objet de moquerie durant leur enfance ou durant leur adolescence, qu'elle ait été vécue dans l'Hexagone ou dans leurs outre-mer respectifs. David Van Catapen, on s'était vu il y a quelques années, on va parler du gap qui sépare effectivement ces 3, 4, 5 ans même depuis notre dernière entrevue. Pour commencer d'abord, je voudrais que tu te présentes comme tu souhaites. J'allais presque dire te présenter au monde. Ça donne quoi ? Présenter au monde. Alors, je m'appelle David, j'ai bientôt 50 ans. Je suis un homme noir, je suis gay et je suis gros. Et je suis un homme cisgenre. Voilà. Tu assumes toutes ces parts-là et tu le dis, tu le revendiques dans une présentation ? Je le dis parce que ça fait partie de ma personnalité. Alors, je ne suis pas que ça. Je suis un mélange de tout ça. Et c'est ce qui fait ce que je suis actuellement en fait. Je m'appelle Brunaël, je suis originaire de la Guadeloupe, j'ai 38 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, je m'appelle Jennifer, j'ai 39 ans, bientôt 40, le meilleur âge je crois. Maman d'un enfant de 10 ans maintenant, je suis originaire de la Guadeloupe et de la Réunion, née en métropole. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je suis gérante dans la restauration d'entreprise et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de défendre la cause de la grossophobie sur les réseaux sociaux. Si je devais me présenter au monde, c'est une bonne question ça. Je dirais que je suis Stéphie, je suis solaire, en tout cas c'est ce qu'on dit souvent de moi. J'essaye de croquer la vie à pleines dents parce que c'est court. En fait, je me suis réconciliée au fil des années avec le mot gros. Au début, ça a été utilisé comme étant une insulte, en fait, de dire que la personne elle est grosse. J'ai été comparée à Big Mama, etc. Et au fur et à mesure de mon processus, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je me suis réapproprié le mot et je l'ai remis à sa juste place. De la même manière que je suis grande, je suis grosse, voilà. Et je le vis très bien. En tout cas, je vis très bien l'utilisation de ce mot. Dans ce premier épisode de Grosse Fierté, avec donc Stéphie, Jennifer, David et Brunaël, ce sont leurs histoires de poids qu'ils me racontent, avec leur voix, leurs paroles, avec le recul qu'ils prennent ou pas sur les années qu'ils ont vécues en tant que jeune femme, jeune homme, en tant qu'enfant ou ado gros. Le tout, souvent, vous allez l'entendre, entre peine, souffrance et quelques joies quand même. Je les avais rencontrés tous les 4 il y a 5 ans pour un projet similaire, mais qui avait avorté pour plein de raisons. Je les retrouve donc 5 ans plus tard, à la fois les mêmes et changés pour le mieux, j'ai trouvé. En tout cas, sur ces questions de poids et d'acceptation. Le premier que j'avais rencontré ainsi, c'était David Van Catapen, originaire de la Martinique.
Et c'est avec lui que j'ai de nouveau tiré ce fil. Rendez-vous dans un café de Bastille, à Paris, pour évoquer avec lui son histoire de poids. Alors, pour résumer, donc j'ai toujours été un enfant plus gros que les autres. Je m'en rendais peut-être pas toujours compte, mais il y a un moment où on me l'a fait remarquer, dans le milieu scolaire entre autres. Et c'est à partir de là que j'ai remarqué qu'il y avait une différence avec les autres enfants. Même si, plus petit, je me disais, ok, tous les enfants sont différents, donc c'est pas grave, quoi. Bon, ensuite, à l'adolescence, j'ai pris du poids pour des raisons que j'ai plus ou moins expliquées, que j'ai plus ou moins traduites. Et puis, ensuite, en devenant adulte, mon poids a fluctué parce que j'ai fait des régimes aussi, des régimes qui m'ont fait perdre du poids, mais m'ont fait prendre du poids aussi, plus que ce que j'avais au départ. Et puis, aussi des rencontres dans la vie qui font, par exemple, lorsqu'on est heureux, on peut manger beaucoup plus, ou aussi lorsqu'on est triste, enfin, des choses comme ça, qui font que j'ai eu des variations de poids et voilà. À l'enfance, donc plus grand, plus gros, tu es né d'abord en Martinique, c'est là que ton enfance s'est... Alors, je suis né à Paris, mais mes parents sont martiniquais. Et vers 9-10 ans, on est rentré en Martinique. Et j'ai passé mon enfance, mon adolescence, c'est ma vie de jeune adulte en Martinique, en tout cas. Est-ce que ce passage de l'un à l'autre a, dans cette histoire de poids, a joué un rôle, par exemple ? Je sais pas, je me suis jamais posé la question sur ça. Peut-être comme c'est un nouvel environnement, des choses comme ça, et qu'il a fallu m'acclimater, puisque j'avais jamais vécu en Martinique avant. Peut-être que ça a dû jouer aussi, je ne sais pas. Après, j'étais un enfant assez réservé, assez timide, et peut-être que j'avais une façon différente de vivre les choses. Et peut-être que le fait de manger, parce que il y a différentes choses pour lesquelles on peut être gros, mais moi, je sais que c'est aussi parce que je mange plus que je ne dépense d'énergie, par exemple. Donc, je sais que c'est pour ça que je suis gros. Et peut-être que mes émotions... Alors, évidemment, c'est bateau de dire manger ses émotions, mais peut-être qu'il y a eu un truc comme ça quand j'étais plus petit. Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un contrôle de la part de tes parents sur cette question-là ? D'abord, est-ce que le reste de la famille aussi est concerné par les questions de poids ? Alors, donc... Ma famille, mon père est d'origine indienne. Alors, mon père, il parle pas beaucoup, etc. Mais il a une façon de montrer qu'il aime, c'est de faire à manger. Donc voilà, on est content, on mange, on est triste, on mange. La nourriture, c'est le partage. Et puis, de la culture antillaise, évidemment, la nourriture, c'est la fête, c'est la tradition, c'est la famille et tout. Et je pense que c'était important. Donc du côté de mon père, c'est ça. Et il y a aussi du côté paternel, il y a pas mal de personnes grosses. Et du côté de ma mère, non. Mais par contre, j'ai toujours vu et entendu ma mère au régime, par exemple. Quel était le regard posé sur toi, enfant, donc enfant grand et gros pour le coup ? Des autres, en fait, j'ai vu une différence à partir du moment où, à l'école, j'ai été stigmatisé comme enfant gros. Mais j'ai été stigmatisé enfant gros juste après une visite médicale et par une institutrice. C'est-à-dire que jusque-là, je n'avais pas de remarques des autres enfants. C'est à partir du moment où une institutrice a fait remarquer que j'étais gros, devant les enfants, devant les autres élèves, qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de truc de validation de « ok, il est gros, on peut le dire ». Ouais. Donc les autres se sont sentis autorisés à partir de là. C'est quoi ? C'est des moqueries ? C'est des remarques simplement ? Ça a été des surnoms, baleine, porc, cochon, enfin ce genre de choses. Et après, c'était pas que moi, c'était tout autre enfant dans la classe qui avait une particularité physique, que ça pouvait être avoir des lunettes ou être tout petit, enfin peu importe. Mais que ça vienne d'un adulte, c'était quelque chose d'assez perturbant pour moi enfant en tout cas. Comment justement ça t'a perturbé ? Donc il y a eu un avant et un après, et qui a donné quoi comme sentiment intérieur chez toi ? Je me souviens que je savais pas trop quoi faire, parce que lorsqu'on est enfant, on te dit si t'as un problème, il faut en parler à la maîtresse. Sauf que là, c'est la maîtresse qui avait parlé de ce sujet devant tout le monde. Donc je pouvais pas aller lui en parler. Donc je me suis retrouvé un peu coincé ou ne pas savoir quoi faire, en fait, pas comment réagir. Comment du coup tu vivais ton propre corps ? En fait, je m'en rendais compte quand, par exemple, pour aller s'habiller, où je voyais que mes parents allaient acheter les vêtements dans un rayon qui n'était pas censé être le mien. C'est-à-dire que ma mère commençait à acheter les vêtements dans le rayon ado alors que j'étais pas ado, par exemple. C'est sur ça que je me rendais compte. Et puis, lorsque à l'école, il y a certaines choses qui étaient... par exemple, j'avais une table particulière parce que j'étais trop grand ou trop gros. C'est vrai, c'est des petites choses comme ça, mais qui, bout à bout, ça me mettait, moi, dans une incertitude, alors que j'aurais pu le prendre comme quelque chose de positif, mais en fait, non. Parce qu'il y avait d'autres enfants gros et qui le vivaient pas pareil. Et justement, moi, j'observais, un garçon en particulier que j'observais en me disant, mais lui, il le vit pas du tout de la même façon. On avait à peu près le même physique, mais lui ne le vivait pas pareil. Enfin, en tout cas, de mon point de vue.
Ça, c'était aussi bien le cas avant 9 ans à Paris qu'après 9 ans en Martinique ? J'ai pas souvenir à Paris d'avoir eu de réflexion sur mon poids. J'en ai eu sur ma couleur de peau, mais pas sur mon poids. Ou alors mon cerveau a switché le truc. C'est possible aussi. Pourtant, en Martinique, alors il y a une forte prévalence de ce qu'on appelle l'obésité. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es senti peut-être un petit peu mieux en voyant autour de toi des corps qui ressemblaient plus aux tiens, que ce soit chez les adultes ou chez certains enfants ? Alors, j'ai 50 ans, donc il faut remonter à l'époque. J'ai pas l'impression qu'à l'époque, il y avait autant de personnes grosses autour de moi que maintenant, quand je vais en Martinique, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes grosses. Mais à l'époque, j'avais l'impression qu'à part 2 ou 3, il n'y en avait pas du tout, en fait. Quand tu grandis, que tu passes de l'enfance à l'adolescence, là encore, c'est un autre cap. Là encore, il y a des tas de choses qui changent dans le corps. Ça, c'est la constante chez toi. Tu es resté aussi avec ce poids-là. Mais quand on est ado et qu'on commence à découvrir ce qu'on appelle la vie, comment tu as vécu ça, toi, de ton côté ? En Martinique, donc, à ce moment-là, En Martinique, en fait, à l'adolescence, c'est là où j'ai commencé à observer un peu mes camarades autour de moi, les interactions entre les garçons et les filles, et j'ai compris rapidement qu'est-ce qui était considéré comme un beau gosse. Et j'ai vu que c'était pas du tout dans les critères de ce que les filles estimaient comme étant beau gosse. C'est-à-dire, à l'époque, ça n'a pas changé, je dis à l'époque. Mais les garçons minces, musclés, alors, encore un autre sujet, mais les garçons plus clairs. Après, je suis pas foncé, mais j'étais considéré comme chapé-coulis, qui était un peu mieux que les coulis, bizarrement. Enfin, je sais pas, une espèce de truc sur le colorisme encore. Mais j'ai compris que mon poids, en tout cas, faisait que je n'étais pas considéré comme beau gosse. Et puis, c'était une période aussi où je faisais des régimes, puisque j'ai commencé à faire des régimes à l'âge de 8 ans, peut-être. Oui, mais après, c'est l'âge moyen des régimes, alors qu'ils marchent ou qu'ils marchent pas. Enfin, bon, voilà. Donc, lorsqu'on est adolescent, même quand on est enfant, et lorsqu'on fait un régime, c'est-à-dire qu'on mange pas les mêmes choses que les autres, il y a plein de choses qui nous sont interdites. Et évidemment, comme c'est interdit, donc on en mange en cachette, par exemple. Donc ça n'arrange rien, donc finalement ça ne marche pas en fait. Et je me disais que j'étais vraiment à part en fait. J'étais différent des autres parce que j'étais pas plus grand parce que j'avais commencé à avoir des garçons de ma taille, mais plus gros, ouais. Et puis aussi parce qu'à l'adolescence, je commençais à comprendre que j'étais peut-être pas hétéro. Donc il y avait plein de sujets qui se mélangeaient, ça devenait compliqué à gérer, ouais. Est-ce que c'est toi qui voulais faire ces régimes-là ? Ou est-ce que, alors à 8 ans, j'imagine que c'est plutôt les parents qui se disaient que sans doute c'était mieux pour ta santé, mais après ado, peut-être plus vers 14, 15 ans, 16 ans, c'est toi qui désirais avoir un corps moins gros ? En fait, les régimes, donc c'est arrivé, comme je disais, quand j'étais enfant, c'est arrivé. Les médecins ont dit à mes parents, il faudrait le mettre au régime parce que sinon ça sera plus grave ou pour sa santé, pour plus tard, ça serait mieux qu'il soit plus mince. Si bien que j'avais intégré ce truc-là d'être au régime. Et puis, lorsque je continuais à faire ces régimes, je pensais même pas à ma santé. Après, on peut être gros et en bonne santé, c'est pas ça, mais à ce moment-là, on était ados, donc du coup, moi, ce que je voulais, c'était plaire. Plaire aux autres et faire partie du fameux club des beaux gosses, quoi. C'est même pas que moi, c'est-à-dire que je n'avais pas de représentation non plus. Alors on me disait pas ton corps est dégueulasse ou des choses comme ça, mais on me faisait comprendre que je pouvais pas être considéré comme beau parce que j'étais gros. Et puis comme en plus il n'y avait pas du tout de représentation de personnes grosses considérées comme belles. On pouvait voir des hommes ou des femmes grosses et puis dire il ou elle, il est sympa, il est gentil, il est drôle. Mais pas beau ou sexy. C'était pas du tout dans ces critères-là en fait. Du coup, tu en souffrais ou bien c'était comme une espèce d'erreur ou de faute qu'il fallait corriger ? Je me disais que c'était un truc qu'il fallait corriger si j'y arrivais. Et puis au bout d'un moment, je m'étais dit tant pis. Ouais, je me suis dit c'est pas grave, je n'aurai personne parce qu'il y avait cette image aussi du mec gros qui est toujours seul, etc. Et je me suis dit c'est peut-être ça en fait ma vie future. Ça se mélangeait aussi avec le fait que j'avais pas de représentation de personnes gays positives. Donc c'était compliqué, ouais. C'est-à-dire en Martinique, là pour le coup, c'est ton orientation sexuelle que tu découvrais est venue encore rajouter alors je sais pas s'il faut dire de l'anxiété, mais en tout cas des questions et des interrogations, quoi. Oui, c'est ça, le fait de pas se sentir hétéro lorsqu'on se pose des questions à l'adolescence et qu'on a autour de soi personne à qui en parler, ou on peut voir certaines images ou deviner certains hommes gays, mais voir les réactions des gens autour et comprendre que c'est pas quelque chose de positif, ou en tout cas quelque chose contre lequel il faut lutter, par exemple. Il n'y a rien qui permet de s'épanouir pleinement, en fait.
Et ça, en plus de ce que j'avais comme interrogation sur mon physique. Quel rôle ou quelle personne étais-tu, là, avec le recul ? Le rôle le gros sympa que je voyais dans les séries, dans les films, etc. Et je me suis habitué à ce truc-là. Et en fait, comment se faire accepter par d'autres personnes ? Jouer le rôle qu'on attend de nous. Est-ce que c'était vraiment moi ou est-ce que c'était ce que je voulais faire ? Je sais pas, peut-être que c'est dans ma personnalité aussi d'être sympa avec les gens. Mais c'est vrai que je me suis conforté dans cette image de mec, ça m'allait en fait. Du coup, en plus, j'étais le mec gros sympa. On me posait pas de questions sur comme on disait à l'époque, est-ce que tu aimes voir machin, telle fille ou telle fille. En fait, j'avais remarqué qu'on posait la question à d'autres et pas à moi, comme si j'étais une personne asexuée. Et puis moi, je m'étais dit que plutôt qu'être gay, puisque je commençais à comprendre le truc, plutôt qu'être gay, être asexué, c'est bien. On me pose pas de questions, on me laisse tranquille. Et voilà, c'est un personnage que je me crée en fait. En plus, ça sera un peu cliché, mais le personnage le mec gros, sympa, bon élève, voilà, c'est l'image qu'on voyait aussi. Et moi, ça m'allait complètement. C'est comme ça, on me posait pas de questions. Je ne me posais pas de questions non plus. Et oui, je m'étais créé ce personnage et je restais bloqué dedans. Alors jusqu'à quand, je sais pas. Mais je me disais que si c'était la façon dont je pouvais me faire accepter par les autres, ça m'allait. De Bastille à Nation, toujours au cœur de la capitale, Brunel m'y rejoint en provenance de la région parisienne où elle vit. Et c'est encore une autre histoire de poids que la jeune femme originaire de la Guadeloupe me confie. Alors, moi je suis née en Guadeloupe, mais je suis arrivée en métropole quand j'avais 2 ans. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était fonctionnaire. Et donc du coup, on avait des congés bonifiés et on y retournait souvent. Mais depuis que j'ai 18 ans, je n'y suis plus retournée. Et oh mon Dieu, que ça me manque. Il y a une espèce, alors peut-être parce que j'y suis pas retournée depuis longtemps, d'idéalisation de cette île. En tout cas dans mon esprit, pour moi c'est magique, juste c'est incroyable. Mais sur place, peut-être que les gens ne trouvent pas ça si incroyable que ça. J'ai tendance à idéaliser, à m'imaginer, vraiment, c'est très nostalgique, positif. Alors, moi, j'ai l'impression que les Antillais, notamment les Guadeloupéens, les Martiniquais, sont plus ouverts à la différence des corps, aux corps gros. Ouais, pour moi, c'est un petit peu plus culturel d'être bien en chair, comme on dit. Alors que c'est vrai que, en métropole, la petite parisienne, avec son petit vélo, son petit béret, il faut qu'elle soit mince, qu'elle soit jolie, avec son petit rouge à lèvres rouge, c'est moins dans la culture. Voilà. Vous n'avez pas vécu en Guadeloupe. Mais est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui aide, à contrario, dans l'acceptation de... Alors, quelque part oui, et en même temps non, parce que du coup, on m'a toujours fait des petites réflexions sur mon corps. Cette famille antillaise, guadeloupéenne et tout, ma mère est toujours à la quête de la bonne santé, maigrir, faut faire attention, parce que voilà, c'est important pour elle. Et pareil, ma grand-mère paternelle, elle me disait, je me souviens d'une réflexion qu'elle m'avait faite, j'avais un peu pris de poids, j'étais pas du tout à mon maximum qui est maintenant de poids, et elle m'avait dit, t'es bien comme ça, faut stop le poids, voilà. Donc c'est accepté, mais en même temps, faut pas trop quoi. Je sais pas trop comment me positionner, j'ai l'impression quand même qu'on a le cul entre deux chaises quoi. Voilà. Alors oui, ma mère est grosse, sa maman était grosse aussi. J'ai pas ressenti de pression étant petite parce que j'étais très fine. J'ai commencé à prendre du poids vers le milieu de ma vingtaine. Mais avant ça, en regardant les photos maintenant, je me rends compte que j'étais assez normale, mais moi je me suis toujours perçue comme étant grosse, alors que ce n'était pas ça, voilà. Mais elle m'a pas, pendant mon enfance ou l'adolescence, elle n'était pas tout le temps derrière moi, ton poids, c'est effectivement quand j'ai commencé à prendre du poids qu'elle m'a dit faut faire attention, elle a toujours été au régime, toujours. Et ma sœur est ronde, mon frère aussi a une tendance à prendre du poids facilement. Mon père est toujours entre 60 et 64 kilos grand max. Voilà. Mais ouais, on a tendance à prendre du poids et le fait de l'avoir se débattre tout le temps avec son poids aussi, ça fait que ça nous imprègne. Donc ouais. Et justement, quand vous avez grandi dans un univers de régime ? Non, jamais. Chez nous, il y avait de tout. Il y avait du coca, il y avait du Nutella, il y avait des gâteaux, il y avait des fruits, il y avait des légumes. On mangeait vraiment, vraiment de tout.
il n'y avait pas cette injonction au repas de faire attention, voilà. Mais je sais que elle voulait faire attention. C'était quelque chose d'assez cyclique et récurrent dans l'année. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, etc. Mais non, vraiment, j'ai pas ressenti ce truc de faire attention. On mangeait très antillais, avec beaucoup de plats en sauce, beaucoup de riz, des pommes de terre. Non, il n'y avait pas ce truc, voilà. Du coup, il n'y avait pas de bisbille, je dirais, avec votre mère sur ces questions-là ? Non. Elle nous incite toujours à faire attention à notre alimentation. Elle dit oui, en vieillissant, elle a un certain âge maintenant, en vieillissant ça devient compliqué, le poids et ce qu'on comprend tout à fait. Et moi ma stratégie c'était déjà de pas la blâmer parce qu'elle devait elle-même se débattre avec ses propres démons. C'était oui parce que oui c'est la paix. Voilà, oui je vais faire attention. Mais je suis chez moi et je fais ce que je veux. Donc j'ai mis ça en place en lui disant oui parce que je sentais que ça la soulageait d'une certaine manière et que ça lui faisait du bien. Voilà, et elle se sentait aussi peut-être moins seule dans ce combat contre son poids. Voilà, parce que elle a ce truc de se dire qu'elle va nous protéger aussi. Ça reste une maman, elle veut notre bien et en faisant attention à notre alimentation, en perdant du poids, c'est aussi un synonyme de santé et de bien vieillir. C'est l'amour maternel qui parle. Voilà. Elle comprend ces questions de body positive et elle comprend votre attitude qui fait que du coup, on est comme ça et on vit avec ce qu'on a et ce qu'on est et c'est très bien comme ça. Je pense qu'elle comprend. Je pense sincèrement qu'elle comprend. Et peut-être qu'elle adhère pas à tout. Voilà. Ne pas faire de notre poids une obsession, elle comprend. Je pense sincèrement qu'elle comprend, qu'elle est d'accord avec ça. Que ça ne devrait pas être une obsession, en fait. Mais en même temps, voilà, elle a un certain âge. Vous savez, c'est la génération un peu Marie-Claire, où toutes les femmes qui étaient mises dans les magazines, un peu comme nous pour les années 90, c'était des femmes filiformes, avec des cheveux lisses, etc., etc. On revient toujours aussi au fait que c'est une femme noire, ma mère. Elle remplissait pas les codes, tout simplement. Et je pense qu'il y a toujours eu cette bataille intérieure aussi pour elle. Elle comprend ce que je fais, d'ailleurs elle me soutient, elle like mon contenu, etc. Elle repartage, elle est géniale. Et en même temps, pas vraiment. Je pense que c'est vraiment dû aussi à cet écart de génération. Quand vous avez commencé à prendre du poids, donc dans la vingtaine, est-ce que vous le vivez comme quelque chose de naturel comme vous nous en parlez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes dans un cheminement, je deviens quelqu'un d'obèse et donc quelqu'un de malade et donc il faut vite que je me batte pour résoudre ça avant de prendre plus de poids ? Le déclic, ça a été de vouloir être mieux habillée, de vouloir être plus moderne. Je venais d'avoir un petit garçon, j'avais 27 ans, et ça m'est arrivé dans le miroir de ne pas reconnaître ce corps après grossesse. Ce corps qui était bizarre, qui avait changé, quand je voyais mon corps, ça m'est arrivé de pleurer, de me dire oh là là, c'est horrible, t'es dégueulasse. Vraiment, je pensais ça. Et les réseaux sociaux, voir toutes ces femmes nous proposer des looks tous plus extravagants dans mon esprit à l'époque, les uns que les autres, être là, se montrer, faire des looks, être belle, sexy, désirable. Je me suis dit mais moi aussi je veux ça, je veux ça. Et elle répondait tout le temps à cette question, pourquoi, est-ce que vous vous assumez, comment vous vous sentez et tout, mais en fait elle disait mais j'ai pas à assumer mon corps en fait. On assume une bêtise, on assume une erreur, mais on n'assume pas un corps, on vit avec et on l'aime, on le met en valeur, voilà. J'ai trouvé ça juste génial. Ça a été ça le déclic. Ça a été ça qui m'a fait dire voilà, tu n'as pas à avoir honte de ce que ce corps est. Il te permet de parler, d'être avec vous sur ce podcast, de faire un enfant, de manger, de profiter de la vie. T'as pas à en avoir honte. Vraiment pas. Donc entre 20 et 27, en revanche, entre 20 et 27 ans, moi je me voyais déjà comme grosse alors que je l'étais pas du tout. J'aimais pas, je me sentais vraiment pas très bien et à l'aise avec moi. Alors on fait très bien semblant entre 20 et 27 ans. Non, j'étais pas à l'aise. Déjà, je savais pas qui j'étais, ce que je voulais. C'était vraiment la vingtaine, c'est horrible. Comment on fait pour traverser cette période alors qu'à partir de 30 ans, oui, j'étais moi, c'était mieux. C'était vraiment merci les 30 ans quoi. Vraiment parce que j'étais vraiment mal dans ma peau alors que physiquement, je rentrais plus dans les codes sociétaux. C'est fou.
C'est-à-dire, c'était quoi les codes sociétaux en l'occurrence ? Être mince. Voilà, avoir un corps, même pas mince, mais normal, quoi. Voilà, je me défrisais les cheveux, ce qui n'est plus le cas. Voilà, j'étais dans tous les codes acceptables de la société française. Voilà. Et pourtant, j'étais pas bien, quoi. C'est fou. J'étais vraiment pas bien. J'avais l'impression de rentrer nulle part dans aucune case. Vous savez, ces fameuses cases où vous devez absolument rentrer, sinon vous êtes un peu bizarre, quoi. Jusqu'à ce que, mon fils est né, je l'avais déjà dit, mais ça a été un déclic pour tout. Un déclic dans le fait d'être une femme noire, de m'assumer, d'assumer mon corps, d'assumer d'être qui je suis, d'avoir des goûts peut-être différents des autres. Vraiment, il a été ce déclic pour m'aimer. Je l'aimais tellement, lui. Il était tellement parfait. Et la moitié de cette personne qui était mon fils, c'était moi en fait. C'était moi qui faisait que en partie il était parfait. Donc quelque part j'étais peut-être un peu parfaite, quoi. Voilà. Donc du coup je me disais tu peux pas l'aimer tant lui et ne pas t'aimer toi parce qu'il est la moitié de toi. Est-ce que c'est une lutte ? Du coup, quels ont été les jalons pour arriver à cet état de, on va appeler ça plénitude ? Je pense la culture, se cultiver, lire beaucoup. J'ai eu une phase, justement, dans cette fin de vingtaine où je lisais beaucoup, je lisais notamment beaucoup de romances. Lisez de la romance, ça fait du bien. Mais j'ai complètement shifté et j'ai commencé à lire des essais. Beaucoup d'essais. La spiritualité, ça m'a pas mal aidé aussi. Mon entourage, évidemment, les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Et oui, se cultiver, regarder des documentaires, apprendre, lire, pour continuer à se déconstruire. Se déconstruire sociétalement, individuellement, spirituellement, c'était vraiment important pour moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Vous employez le mot de déconstruire, déconstruction. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il a fallu déconstruire, les mauvais éléments qu'il a fallu déconstruire pour arriver effectivement à ce que vous pensiez autrement les choses vous concernant ? Il a fallu déconstruire que je ne vis pas pour les autres. Je vis pour moi. Les choses que je fais, que je mets en place dans ma vie, c'est d'abord pour moi. Ensuite, c'est pour mes enfants, mais d'abord moi. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que je suis égoïste, mais si mes enfants ont une maman qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son esprit et avec ses émotions, forcément, je vais leur transmettre ça, cette positivité, le fait d'être bien, de se connaître. Donc ça passe d'abord par moi et ensuite je vois si ça convient ou pas aux autres. Mais en fin de compte, je pense vraiment qu'il faut s'en foutre de la vie des autres dans le sens où je ne vis pas avec les autres. Donc d'abord, ça doit me parler à moi avant de parler à une société, à la voisine, à l'abonné qui est pas content parce que j'ai mis un rouge à lèvres trop rouge ou que sais-je en fait. Voilà. D'abord, il faut que ça me plaise à moi. Il faut que ça me fasse sens à moi et ensuite, éventuellement, si ça plaît aux autres, c'est sympa. Voilà. Et là, on peut partager. Et là, on peut discuter, échanger, apprendre, se donner l'un l'autre. Mais avant moi. Quartier Bibliothèque François Mitterrand. Je suis tout heureux de retrouver Jennifer 5 ans plus tard. Quelque chose se dégage d'elle de plus assuré qu'à notre première rencontre. Avec ses origines partagées entre la Guadeloupe et la Réunion, son histoire de poids est passée par bien des obstacles, par bien des épreuves. Alors au départ, j'ai été une enfant plutôt mince, plutôt avec un poids dit normal, mais en grandissant, avec l'adolescence et avec les blessures de la vie, sûrement, j'ai fini par prendre du poids vers l'adolescence. Et de là, s'en est arrivé les moqueries à l'école, au collège plus particulièrement, ensuite au lycée et dans la vie de tous les jours, que ce soit par des inconnus ou par les médecins et peut-être un peu par la famille, mais aussi et surtout par les conjoints, enfin les conjoints que j'ai eus précédemment. Ça a toujours été vu donc du coup par vous, à cause de l'extérieur, comme quelque chose de très négatif en fait, le fait d'être grosse. D'ailleurs, est-ce qu'à l'époque vous employiez ce mot ? Non, j'employais pas trop le mot grosse, j'employais plutôt le mot un peu ronde, en forme, mais le mot gros était un peu péjoratif, on va dire. C'était un peu
oui, quelque chose de tabou. Vous situeriez à peu près à quel âge où vraiment il y a eu une bascule, je dirais? Je pense que ça a dû changer vers l'âge de 14-15 ans. Par là, oui, quand on commençait à avoir des formes, quand on commençait à avoir les attributs féminins qui commencent à définir qu'on est une femme. Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai commencé à prendre du poids. Ouais. Dans votre histoire, il y a une vraie incidence entre ce que vous vivez par ailleurs, que ce soit des choses bien ou des choses moins bien sur un plan émotionnel, etc. Vous le liez vraiment, en tout cas dans votre cas à vous, à ces changements de morphologie? Oui, c'est vraiment moi lié à l'émotionnel parce que j'ai été... je vais dire abandonné par mon papa étant jeune. Lui, on va dire qu'il avait une double vie. Je faisais partie de la vie légitime et forcément, il a choisi de rester avec sa femme et ses enfants qu'il avait d'une part. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'être abandonnée quand il a fini par choisir en fait sa femme et ses enfants. Et c'est de là en fait que j'ai eu ce sentiment d'abandon et eu l'envie de le combler par quelque chose. Et forcément, c'est venu par la nourriture. Comme si je voulais combler quelque chose que je n'avais pas. Et pour ça, pour me remplir, j'avais que la nourriture. C'était un refuge aussi pour vous? C'était quelque chose de rassurant? Oui, de rassurant, de réconfortant et parce que de manger c'est toujours un plaisir, que ce soit du salé, du sucré et surtout le sucré qui est quelque chose qui va toujours nous donner un peu de réconfort et c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Vous avez une double culture à la fois, donc guadeloupéenne d'un côté, réunionnaise de l'autre, avec tous les plats. Est-ce que vous, même si vous êtes né ici, est-ce que vous grandissiez aussi dans ce contexte culinaire-là, en plus des réconforts sucrés que vous cherchiez? Ah oui, bien sûr, ça faisait partie de ma culture. Forcément, tout le temps, on mangeait tout le temps créole à la maison, que ce soit créole réunionnais ou guadeloupéen, parce que ma mère est réunionnaise, mais elle a aussi évolué avec la culture guadeloupéenne et en fait, elle faisait très bien les plats de la Guadeloupe aussi. Donc en fait, on a grandi avec tous ces plats riches, que ce soit de la Réunion ou de la Guadeloupe, tous les jours, tous les week-ends, à faire à manger en famille. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de notre quotidien, oui. Est-ce que vous voyez grossir du coup? Donc peu de temps après vos 14 ans et puis les quelques années qui ont suivi, est-ce que vous voyez changer? Alors au départ non, pas spécialement. J'ai pas forcément vu ce changement. Je m'en suis aperçue quand j'ai eu certaines petites réflexions de ma mère ou des camarades. Mais en fait moi non, je le voyais pas spécialement. Ces remarques dont vous parliez, est-ce que vous diriez aujourd'hui que c'était déjà de la grossophobie à votre égard? Oui, je pense que c'était quand même un peu de la grossophobie, mais à l'époque on ne connaissait pas ce terme-là. Au départ, en tout cas pour ma famille, je pense que c'était plus pour eux c'était plus de la bienveillance pour me dire Jennifer, fais attention, plutôt que oui t'es grosse, t'es pas belle quoi. Mais avec le recul, oui ce serait de la grossophobie cachée. En revanche, au collège, les remarques étaient beaucoup plus incisives. Les enfants et les ados même peuvent être cruels et c'est ce que vous avez vécu et ressenti dans des cours de collège notamment ici en région parisienne. Oui, au collège, j'ai eu beaucoup de remarques, notamment comme j'ai pu déjà vous le dire par rapport à Jennifer Lopez. Ce nom, en fait, ce surnom qui a pu me suivre même au lycée alors que j'avais complètement changé de ville pour le collège. Et en fait, oui, c'était ces petits mots entre guillemets, qui avaient une consonance grossophobe. Vous le viviez comment vous? Alors j'étais, plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un de timide et qui était plutôt introverti. Donc je cachais beaucoup mes émotions. Donc je le prenais à la rigolade devant les copains, mais quand je rentrais à la maison, je ne me manquais pas de repenser à cette journée et d'être attristée par la situation qu'il y avait pu avoir. Mais oui, ça m'avait beaucoup, ça me peinait beaucoup à l'époque. Et c'était récurrent, c'était régulier ou c'était une fois de temps en temps, suivant je ne sais quelle occasion, quelle mauvaise occasion? Alors c'était un surnom qu'on m'appelait souvent Jennifer Lopez ou alors Gilo. C'était assez quotidien en fait, mais
Mais après d'autres remarques, non, c'était occasionnel, on va dire. Alors je pense qu'au départ, ça m'a pas forcément aidé à me construire, mais avec le recul, je pense que ça m'a plutôt aidé à être la femme que je suis aujourd'hui et à être la femme forte que je suis maintenant, à l'heure actuelle. À cette époque-là, comment vous vivez avec vous-même cette question du poids? Comment ça se passait, vous, avec vous-même à ce moment-là? Avec moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai quand même multiplié les régimes. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on fait toutes. Très tôt, vraiment, dès cette époque-là, déjà vers 15-16 ans, et c'était déjà l'idée de dire il faut que je change, il faut que je maigrisse. Ah oui. Enfin, pour moi, il fallait vraiment que je change ça et que je perde du poids parce que je faisais pas partie, entre guillemets, des standards de beauté. Et forcément, il fallait que je perde ce poids et que je sois encore plus jolie parce qu'à l'époque, on n'était pas belle quand on était grosse. Qu'est-ce qui se passait du coup en réaction à tout ce que vous essayiez de faire pour maigrir? Durant l'adolescence, c'était pas forcément facile parce que j'étais pas celle qui choisissait pour faire les courses. Je ne pouvais pas décider moi de ce que je pouvais manger parce que forcément c'était ma mère qui décidait de ce qu'on mangeait, donc c'était pas forcément facile de contrôler mon poids parce que forcément la cuisine, que ce soit réunionnaise ou guadeloupéenne, est tout le temps souvent constituée de riz, de haricots rouges, de tous ces féculents, et en fait forcément ça laissait pas forcément beaucoup de place aux légumes ou très peu, donc c'était pas forcément simple. De fait, vous ne maigrissiez pas du coup? Je me disais, je voyais pas ça forcément comme un échec, mais plus comme quelque chose que je pourrais rectifier plus tard quand je serai plus indépendante. Et pour vous, à cette époque-là, il n'était pas question de se dire qu'une femme ronde, une femme grosse pouvait être belle? Vous n'aviez aucun modèle autour de vous pour vous dire ça, pour avoir cette pensée positive-là à l'époque? Non, pas du tout. En fait, bien que mes tantes, elles aussi, étaient en surpoids, forcément, j'ai pas forcément grandi avec elles parce qu'elles étaient soit en Guadeloupe, soit à La Réunion. Mais non, autour de moi, j'avais personne pour me dire, t'es belle. J'étais belle quand même, il n'y avait pas de souci pour ça. Et puis si j'avais mes sœurs qui me disaient que j'étais jolie, que j'étais belle, mais mis à part la famille, j'avais pas d'amis qui pouvaient. En fait, j'étais la bonne copine, quoi. La bonne copine grosse, qui fait rigoler, mais j'avais personne qui pouvait me dire oui, t'es belle, ou je pouvais pas prendre d'exemple sur quelqu'un qui était grosse ou qui était en forme pour me dire ah oui, elle est belle, elle s'assume, elle est forte, elle est même grosse, elle a des formes. J'avais personne sur qui m'appuyer avec cette confiance-là. Et vos amis vous acceptaient tel que vous étiez, ou eux aussi, dans une sorte de bienveillance, pour reprendre votre mot de tout à l'heure, quand même insistaient en disant que peut-être que tu devrais maigrir? Non, ils étaient plutôt. J'avais pas forcément de remarques au niveau de mes amis. J'étais plutôt bien acceptée, même si j'ai fini par apprendre qu'il y avait quelques petites moqueries derrière, mais en tout cas, je me sentais pas forcément pas acceptée. Les plaisanteries fusaient aussi justement sur le fait que, par exemple, vous ne pouviez pas faire telle activité ou tel truc. Voilà, les espèces de blagues qu'on peut faire très facilement à partir d'un physique, quoi. Non, j'ai pas eu spécialement de remarques sur ce propos-là. Bon, si, sauf peut-être sur l'endurance, parce que j'étais pas très endurante, parce que en plus de ça, je suis asthmatique. Donc en fait, je ne pouvais pas forcément beaucoup courir sur la durée, non pas parce que j'étais grosse ou obèse, mais surtout parce que j'étais asthmatique. Bon, forcément, il faisait un peu le lien, mais sinon après, j'étais quand même plutôt sportive, dans le sens où je faisais quand même de la gymnastique rythmique. Et sportive à l'époque, donc je faisais du sport et j'étais plutôt très bonne dans ce sport. Donc ça déjà vous le saviez déjà à cette époque-là, que vous pouviez vous en tout cas vivre votre sport ou vos envies tout à fait classiquement, quoi. Exactement, j'ai toujours aimé faire du sport, bon, pas forcément tous, mais en tout cas la gym c'était un sport que j'aimais beaucoup faire et j'ai toujours grandi en faisant du sport et jusqu'à aujourd'hui j'en fais toujours beaucoup. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a empêché d'avancer. C'est encore autour d'un café que nous nous revoyons avec Stéphie.
Bien des choses ont changé pour cette Guadeloupéenne qui a, ces dernières années, beaucoup œuvré pour faire de ses faiblesses d'hier une force et un atout aujourd'hui. Et tout ça, je l'entends dans l'histoire qu'elle me raconte, d'hier donc à aujourd'hui. En fait, j'ai toujours été en surpoids. J'étais en dehors de la courbe, je pense, vers 5-6 ans. Donc c'est aussi là, malheureusement, où j'ai fait mon premier régime et ça n'a pas forcément aidé. J'ai grandi en Martinique, donc avec aussi une façon d'aborder le poids qui est différente. Donc il y a une contradiction entre ce que les médecins disaient et avec ce que je vivais chez moi. Et les possibilités que j'avais. En plus, j'ai grandi en Martinique dans un contexte monoparental qui est le cas de beaucoup d'enfants qui ont grandi en Martinique. Donc voilà, et donc j'étais en dehors de la courbe dès 5-6 ans. Je faisais déjà 100 kilos à 10 ans. Je précise que je n'avais jamais été au fast-food, puisqu'on associe souvent l'obésité au fait d'aller au fast-food. Et j'ai été au fast-food pour la première fois à 13 ans. J'étais déjà obèse, donc c'est pas les fast-food qui m'ont rendue obèse. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui ont contribué à cette situation-là. Et puis après, malheureusement, ça a été un peu une courbe exponentielle. Et mon poids, il s'est stabilisé vers mes 25 ans où j'ai commencé à faire du sport, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. C'était inscrit dans votre famille alors vous dites surpoids en employant plutôt des critères médicaux? Si, c'est dans ma famille. Ma mère, elle est grosse. Je sais pas, ma grand-mère, je l'ai pas connue, mais je suppose, puisqu'elle lui ressemble, donc je suppose qu'elle aussi elle était grosse. Si j'emploie ce terme parce qu'en fait, au final, mon parcours de vie a beaucoup été médicalisé. Donc au final, je suis un peu une sorte de patient expert. J'ai appris aussi avec les critères, les termes médicaux à me définir et aussi parfois à repousser la suprématie des médecins, etc. Parce que j'ai appris à me connaître, à connaître ce qui fonctionnait pour moi, ce qui fonctionnait moins bien, etc. Et donc, les médecins, ils diraient que je suis même en obésité morbide, si on va plus loin et tout. Mais quand j'étais enfant, j'étais que en surpoids. Est-ce que vous viviez comme une enfant qui était malade? Pas malade, mais différent. Et en fait, je me suis, en préparant l'interview, je me suis remémoré qu'en fait, par exemple, en primaire, j'étais la seule grosse. Au collège, on était 2. Au lycée, je pense que j'étais la seule. En tout cas, au niveau du lycée général, parce que c'était un très grand lycée, donc la partie professionnelle, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau du lycée général, j'ai l'impression que j'étais la seule. Alors que j'ai le sentiment quand même que l'obésité est bien présente en Martinique. Et pourtant, dans les environnements que j'ai fréquentés, je me sentais et j'étais seule en fait. Donc j'étais la grosse du collège, la grosse de l'école primaire, la grosse du lycée, quoi. Ça donnait lieu à quoi? À des moqueries? Oui, à l'école primaire, c'était est-ce qu'on va jouer avec elle ou pas? Est-ce qu'elle va pouvoir nous suivre? Je sais que en entrant au CM2, je suis tombée parce qu'en fait j'ai été poussée par des enfants et tout, et j'ai une cicatrice pour m'en souvenir. Au collège, ça va être des moqueries. C'était en plus à l'époque du film Big Mama. Donc j'ai été appelée Big Mama, 6e, 5e. Mon 4e, on commence à être plus grande, donc ça veut dire que le rapport de force s'inverse. Mais voilà, donc pendant ces 2 années, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, je garde un très mauvais souvenir de mes années collège au sens large, quand je me refais le film. Au lycée, moins. Parce qu'en fait, déjà de 1, moi j'étais tournée vers mon avenir, donc je voyais le lycée vraiment comme une période d'émancipation, déjà, un peu. Et aussi le lycée était avec des personnes, parce qu'en fait au collège et en primaire, j'étais souvent avec les mêmes personnes, on se suivait un peu, et au lycée, suivant les spécialités que l'on choisit, il y a beaucoup plus de monde, donc on est un petit peu plus noyé. Et donc j'ai trouvé peut-être plus de bienveillance au lycée que je n'ai trouvé au collège ou à l'école primaire. Quand on est une enfant donc très jeune et qui effectivement subit ça, vous étiez dans quel état d'esprit enfant? À l'école primaire, je pense que j'en avais pas tant que ça conscience. Il y avait ce que disaient les médecins, mais il n'y avait pas encore cette réalité. Je pense que la réalité, elle est vraiment venue au collège, avec le fait que j'avais aussi vraiment plus grossi, parce qu'en fait, quand on disait que j'étais grosse à l'école primaire, je faisais 50 kilos. Bon, ça paraît énorme dit comme ça, mais
Mais au collège, j'ai vraiment passé le cap des 100 kilos. Donc j'étais vraiment grosse, en apparence aussi. Ça. Et puis je pense que je contrastais avec les autres enfants qui devaient être tout petits. Parce qu'en plus, je suis rentrée au collège, j'avais 10 ans. Donc déjà, j'étais en avance. Donc il y avait déjà ça aussi qui était source de moquerie. Et j'étais, entre guillemets, la plus petite, pas la plus, il y en avait d'autres, mais en même temps la plus grosse. Donc vous voyez, c'était un peu paradoxal et donc ouais, les années collège ont été compliquées et c'était aussi peut-être là où on me renvoyait plus à mon poids. Je pense que même à l'école primaire, il peut y avoir des petites choses, mais l'équipe enseignante est plus enveloppante, alors que quand on arrive au collège, déjà on a ce système de changer de classe, de changer de professeur, et là il y a moins cette bulle de gens qui connaissent notre famille, qui connaissent peut-être notre histoire aussi. Il y a moins ça. Et donc c'était beaucoup plus violent les années collège et j'en garde un plus mauvais souvenir. Où était votre refuge en fait ? Il y en avait pas vraiment. C'est aussi ça le problème. Parce que je vous ai dit, au collège, on était 2 à être grosses. Et il y en a une qui était grosse au collège, mais qui est restée au même poids. Donc ça veut dire que maintenant, elle est juste en surpoids. Et moi, j'étais grosse au collège et je suis devenue de plus en plus grosse. Parce qu'en fait, il n'y avait aucun moment où il y avait un répit. Ni à l'école, ni dans la sphère personnelle. J'ai grandi dans un environnement monoparental, donc déjà avec une maman qui ne jouait pas son rôle de maman, mais pour plein d'autres raisons. Dans son entourage, on va dire ses frères et sœurs, ses amis, etc., ces personnes-là m'en renvoyaient aussi à mon poids. J'ai aussi eu une nounou pendant très longtemps. Et une nounou qui avait un culte de la minceur, de la maigreur. Donc en fait, quand j'étais chez elle, par exemple, elle me mettait au régime, elle me faisait faire du sport. Alors le côté régime était pas positif, le côté sport était positif. Le problème, c'est que le sport était là mis en place comme étant une punition et pas comme quelque chose d'épanouissant. Comme par exemple, elle m'a appris à jouer au chiffre et des lettres et ça m'a épanoui. Elle m'a appris sur les voyages et tout et ça a contribué à mon épanouissement. Sauf que là, le sport et l'alimentation qu'elle mettait en place était plutôt mis en place comme une forme de punition. Ce que tu as droit chez ta mère entre guillemets, chez nous, c'est pas possible, etc. Et c'était rigide. Et donc, en fait, c'est là où vous voyez un peu profiler les troubles du comportement alimentaire. Parce que d'un côté, j'avais une alimentation complètement contrôlée quand j'étais chez ma nounou. Et quand j'allais chez ma mère, c'était one again. Donc, voilà. Malgré tout, qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Parce que psychologiquement, on peut se dire que une enfant puis une ado peut être complètement mise à mal avec tout ça. Ce qui m'a fait tenir, c'est que j'avais un rêve de venir en France métropolitaine, de faire des études, etc. Et j'étais vraiment focus là-dessus. J'ai aussi su, par exemple, quand j'avais 16 ans, j'ai été voir, entre guillemets, un médecin blanc, donc qui amenait une façon d'aborder la médecine différente que la médecine un peu locale, avec le médecin de famille, avec toutes les histoires, etc. Ça a fait un peu des tensions, mais c'est comme j'avais 16 ans, j'avais ma carte vitale, donc je pouvais aller voir le professionnel de santé que je voulais. Donc j'ai été voir ce médecin, elle m'a envoyé en cure d'amaigrissement. Et là, j'ai rencontré d'autres enfants comme moi, avec des histoires potentiellement qui pouvaient nous rapprocher. Donc déjà, ça m'a aidé sur la période du lycée. Et puis moi, je voyais aussi ma période du lycée comme c'était un petit sas avant que je m'en aille. J'avais vraiment ça en tête. J'ai tout fait pour m'en aller. Et d'ailleurs, je suis plus revenue. Donc voilà, c'est ce qui m'a aidé à tenir, c'est que j'avais mon rêve, que l'école était à la fois quelque chose qui me faisait du mal par rapport aux enfants, mais qui me permettait d'accéder à mon rêve parce que ça me donnait la connaissance. J'ai toujours été bonne à l'école et donc je savais que de continuer à travailler à l'école indépendamment du chaos qui m'entourait, c'était ma porte de sortie. Et donc c'est ce qui m'a aidé à tenir pendant toutes ces périodes et qui m'a permis de sortir de cet environnement au sens large. Du coup, vous êtes parti de Martinique à quel âge pour venir ici dans l'Hexagone, en métropole, en France ? J'avais 17 ans. J'ai eu mon bac à 17 ans et donc je suis partie une semaine après le bac. Une semaine après les résultats du bac. Oui, j'étais déterminée. J'étais déterminée à l'idée de quitter la Martinique. Comment s'est passée votre arrivée ici ? Alors, en contrepoint de ce que vous aviez vécu en Martinique, qu'est-ce que vous avez trouvé ici, sur ce plan-là en particulier ? En fait, ici, le regard, il a un peu changé parce qu'en fait, en arrivant ici, je suis devenue noire. Donc, en fait, tantôt j'étais noire et grosse, mais j'étais surtout noire, en fait, en arrivant. Il y en a un qui prévalait sur l'autre, en fait. Ouais. J'étais surtout noire. Là où on me renvoyait à mon poids, c'était plutôt la famille de ma mère.
parce que c'est des gens qui vivent ici et donc qui me voyaient tous les 3 ans potentiellement. Et donc quand ils m'ont vu arriver, j'ai eu pas mal de remarques par rapport à mon poids. Mon oncle, il arrêtait pas de me demander combien je pesais, comme si ça allait changer quelque chose à son existence. J'ai une sœur de ma mère qui m'a dit que je pouvais rester sans manger, que j'avais des réserves. En fait, on devait passer 3 semaines chez elle et elle m'a dit que j'avais pas besoin de manger pendant les 3 semaines. Elle est infirmière puéricultrice, je précise. C'est pas une raison. Oui, non, mais en fait, on peut se dire qu'elle a quand même un peu d'instruction et malgré ça, elle me sort ce type de bêtises. Donc voilà, donc c'est plus ça. Donc c'était plus au final dans la famille que j'ai eu des remarques sur mon poids que dans la société, on m'a plutôt renvoyé à ma couleur de peau. David, Stéphie, Brunaël, Jennifer. Pour finir, ou pour commencer, à tous les 4, j'ai voulu leur demander ce qu'ils et elles pensaient du titre de podcast que j'avais en tête depuis quelque temps. Grosse fierté. Alors, j'aurais pas pris ce titre, j'aurais pas intitulé ainsi ce podcast si ils et elles ne l'avaient pas validé, en quelque sorte. Je compte appeler ce podcast Grosse Fierté. Est-ce que vous validez ce titre ou pas ? J'adore, grosse fierté. Oui, une grosse voiture, gros compte en banque, grosse fierté. C'est très positif, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très beau. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, j'aime beaucoup. Pour 2 raisons, ça me convient. Grosse parce que ça parle du sujet et de la thématique. Et fierté, ça me convient d'autant plus que ça fait partie un peu de ma vie depuis 5 ans. On s'est pas vu depuis 5 ans. Et les notions de fierté, etc., c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans ma vie. Donc l'association des deux, ça me va très bien. En tout cas, ça me caractérise bien. Je compte appeler ce podcast Grosse Fierté. De la même façon qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a la marche des fiertés, donc les fiertés LGBT. Une grosse fierté, oui. Après, moi, sur mon compte Insta, il y a plein de choses où j'utilise le mot gros et gros, justement. C'est bien parce qu'il faut rétablir le mot gros, l'adjectif gros, le remettre à sa place. C'est pas honteux d'être gros ou grosse. On peut l'utiliser, voilà, j'ai une grosse voiture, j'ai un gros compte en banque. Moi, quand je me décris, je dis je suis gros. Moi, ça m'embête quand des gens disent non, t'es pas gros, t'es costaud. Si, je suis gros, en fait, c'est un fait. Je me dis pas que je suis moins bien, c'est juste je me décris, en fait. Et grosse fierté, ouais, c'est bien. Ouais. Comme j'ai entendu aussi, c'est l'association La Grosse Asso qui utilise ça. C'est la grossorité. C'est-à-dire c'est l'entraide entre les personnes grosses. Et donc grosse fierté, oui. Moi je trouve ça cool. Merci beaucoup. Je vais le prendre. Fin de ce premier épisode. Dans le 2e épisode de ce podcast Grosse Fierté, c'est le quotidien de personnes grosses que Stéphie, Jennifer, David et Brunaël nous raconteront, avec les obstacles, les insultes, les petites remarques perfides dans les magasins, dans les transports, dans les restaurants, au travail ou même au cœur des relations familiales et amoureuses. Mais aussi quand même avec les joies et les petites et grandes victoires du quotidien. Grosse Fierté, un podcast du Pôle Outre-mer, la première de France Télévisions, écrit et réalisé par Patrice et Lydie Kozak, musique composée et mixée par Azraël.